Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme dit au moment de la suspension, nous reprenons le procès. Ah, il n'est pas là. Le témoin est à la partie civile. Vous pouvez y aller, maître. Merci, Monsieur le Président. Depuis hier, nous sommes en phase pratiquement contextuelle de ce dossier. Et tout à l'heure, quand M. Facho Balam passait, je m'attendais à ce qu'il y ait toute une chronologie des activités menées en tant qu'acteur, en tant qu'homme politique du Tchad. Ça n'a pas été le cas, même si le procureur général a fait ramener M. Facho Balam dans les rangs. Ce que je voudrais savoir, M. Facho Balam a parlé des accords. Il y a eu beaucoup d'accords au Tchad. Accord de Kano, accord de Lagos, plusieurs fois Kano, accord de Khartoum, accord de Bagdad. Ici, ce qui nous intéresse, s'il n'a pas expliqué tous les accords, ce qui nous intéresse particulièrement, avec son travail, est-ce que M. Balam a-t-il pris part, Monsieur le Président, aux accords de Bagdad? Est-ce qu'il était présent aux accords de Bagdad? C'est ma première question. Je voudrais vous rappeler que c'est à la Chambre que votre réponse s'adresse. Merci, À moins que vous ne vouliez qu'elle répète la question. Autrement, si c'est pour répondre, c'est à la Chambre que vous devez vous adresser. Non, j'ai déjà noté. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je n'ai pas voulu m'attarder sur les accords que Maître Moudaïna a cités. Accord de Khartoum, je n'étais pas là. C'est celle qui a mis en place le gouvernement de transition avec Maloum. Moi, j'ai assisté à plusieurs discussions, Kano 1, Kano 2, Lagos, parce que si j'insiste sur Lagos, c'est là où on a trouvé un compromis. Maintenant, la question qui m'est posée, c'est de savoir si j'ai assisté à l'accord de Bagdad. Effectivement, en tant que tel, je n'ai pas assisté. On a envoyé une délégation. On s'est réunis parce qu'il y a eu scission entre le Gounte, ce qu'on appelait le néo-Gounte, et le Gounte originel de Goukouni. Parce qu'à un moment donné, les Libyens continuaient à vouloir absolument maintenir Goukouni à la tête du Gounte. Nous autres, on a estimé que non, on a connu beaucoup de bavures avec le président Goukouni et qu'on ne pouvait plus suivre. Il fallait donc renouveler le Gounte. Il y a eu scission. On a nommé Hachek à la tête du néo-Gounte. Najit a été vice-président et moi, j'étais responsable de les relations extérieures. Et il y avait plusieurs autres associations. On était combien? Une dizaine. Sur les 11, on était presque 8 ou 9 dans le néo-Gounte. On a donc tenu une réunion à Cotonou. Cotonou était un peu à cause du fait que nous autres, on était à Cotonou.
Ça nous servait un peu de base de travail. On a tenu l'accord à Cotonou. Quand on a fini la discussion, on a dit, bon, comme il y a déjà une discussion en vue pour un accord, compte tenu du fait qu'avec les Libyens, on ne s'entend plus, il vaut mieux rentrer, et même s'il faut mourir dans les prisons de M. Hissène Habré avec l'autre camarade, il faut partir. Donc on a désigné des camarades pour aller négocier l'accord. De notre côté, on a désigné 3 camarades. Ils sont allés à Bagdad. Il s'est avéré que bon, le régime de Hissène Habré avait fait quelques concessions par rapport donc, aux questions des prisonniers. C'était l'élément essentiel pour nous. Les questions des prisonniers, les questions de notre liberté, etc. Quand ils ont négocié, on m'a demandé de venir d'urgence. Donc, j'ai dû prendre l'avion pour aller à Bagdad. Et quand je suis parti, j'ai jeté un coup d'œil sur l'accord. J'ai dit, bon, puisque vous êtes avancé, on peut l'accepter. Donc, quand on a fini de signer, moi, je suis revenu à Cotonou. Et d'autres sont partis sur N'Djamena, mais je suis revenu à Cotonou. Parce que mon objectif, honnêtement, ce n'était pas de rentrer. Mais sous la pression de mes camarades pour me dire, non, mais si tu ne rentres pas, nos camarades ne seront pas libérés. Or, c'était l'élément essentiel de notre discussion, de ce qui nous a conduit à vouloir négocier. Donc, je suis rentré. Autrement dit, j'avais une résidence à Ouaga, où je pouvais aller habiter. Voilà, Monsieur le Président, c'est pour en arriver là, c'est pour savoir quels sont les points essentiels, les points culminants des négociations pour aboutir à un accord, puisque lui, il était chargé des relations extérieures et supposé connaître ce qui devait se discuter à Bagdad pour arriver à un accord. C'était ça le sens de ma question quand j'ai voulu savoir s'il était là. Et la deuxième question. Vous avez fait partie à un moment donné, et pendant 2 années, de 88 à 90, vous étiez secrétaire d'État au sein du gouvernement de Hissène Habré. Est-ce que vous pouvez nous décrire, parce que là, vous êtes passé aussi très succinctement sur l'élément, vous pouvez nous décrire avec exactitude comment se passaient les conseils de ministres. Une description assez détaillée des conseils de ministres tenus sous le régime de Hissène Habré, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Maître. Il est évident, je l'ai passé rapidement. Moi, j'étais déjà... j'avais une petite expérience de membre du gouvernement sous le GONT. Il faut dire que le GONT était un gouvernement d'union nationale de transition. On savait comment les discussions se passaient. On pouvait rester 6 à 7 heures pour une question qui nous paraissait essentielle. Et chacun donnait son point de vue. Avec le gouvernement de M. Hissène Habré, je vous avais dit tout à l'heure que c'était une sorte de mépris des membres du gouvernement. C'était un mépris. Parce que quand le président ne peut pas consacrer en sortant, s'arrêter, dire au moins s'il y a des gens qui veulent me voir, non. Tout le monde devrait être en place. L'ordre du jour 2 ou 3, c'était essentiellement jeudi, c'était essentiellement les ordonnances, discuter un peu des ordonnances à prendre, etc. C'est tout. Mais les questions de fond, on ne les abordait pas. On les abordait peut-être ailleurs. Moi, par expérience, je sais que les questions essentielles, c'est discuter ailleurs. On venait juste faire semblant de dire que bon, on était là. Mais quand, à un conseil de ministres, le président ne peut pas s'arrêter un instant, saluer ses ministres, peut-être, en les saluant, on a peut-être un aspect à vouloir discuter avec lui. Nous pensons que nous sommes des humains. Moi, je suis chef traditionnel, Monsieur le Président. Quand les gens viennent me voir, je prends le temps à les écouter. 2 fois, je les appelle, venez manger avec moi. Et cet aspect humain n'a pas existé. C'était plutôt, on était sous la dictature, à l'extérieur. On se disait, ah, pour moi, pendant cette période, je me suis dit, j'étais dans une prison à ciel ouvert. Parce que, suivi par les DDS et partout. Détectant ce que vous pouviez dire. Et je sais qu'après la chute
de M. Hissène Habré, il y a tout un bouquin comme ça qu'on m'a retrouvé à la DDS. Me concernant, tous mes mouvements, tous mes déplacements étaient enregistrés. Donc, voyez-vous, maître, c'était pas ça. Encore une autre question, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, Monsieur Facho Balam, vous avez parlé des conseils de ministres avec juste des ordonnances, simplement, qui étaient discutées. Mais pour vous, quelles étaient les questions essentielles qui étaient esquivées pendant les conseils de ministres et quel rôle jouait M. Hissène Habré au cours des conseils de ministres? Bien, je veux encore revenir un peu en arrière pour dire que les conseils des ministres, les questions essentielles. Je me rappelle un jour, à un conseil des ministres, j'ai osé. C'était les questions qui unissaient les relations du Tchad avec l'Irak, de Hissène Adam Hissène. J'ai osé dire, mais on discute trop, on parle de ces questions de relations, mais est-ce qu'aujourd'hui, Saddam Hussein est notre allié? On m'a dit non, 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 on ne parle pas de ça. Donc, être dans un gouvernement de ce genre, je vous assure, j'avais une perspective claire, partir de ce gouvernement, mais il fallait partir sur le point des pieds. Autrement dit, on t'arrête, on t'exécute. Non, c'était la dictature absolue. C'est-à-dire qu'on ne contestait rien. Une fois que le président a dit c'est ça, c'est ça. Alors que quand on est président, on écoute les gens et on aboutit à un consensus. Et c'est ce consensus-là qu'on applique. Mais je sais qu'il y avait des centres de décision à l'extérieur du gouvernement. Bon, on était des administratifs chargés de conduire les réunions dans nos départements, de pouvoir faire en sorte que les choses marchent bien. Mais il faut reconnaître à M. Habré cette capacité administrative. Mais cette capacité politique, non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais poser 2 à 3 questions à M. Facha. M. Facha, vous venez de dire que... Facho, vous venez de dire que vous n'aviez aucune responsabilité pendant la tenue des conseils des ministres. Et nous savons par ailleurs qu'un gouvernement exécute la politique définie par M. le Président de la République. Est-ce en raison de vos explications que vous estimez n'avoir aucune responsabilité aujourd'hui, bien qu'étant membre du gouvernement, vous estimez n'avoir au moins pendant cette période 89-90, que vous estimez aujourd'hui n'avoir aucune responsabilité sur les crimes qui ont été commis pendant cette période? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. D'accord. Bon, il faut dire que la vie du Tchad de M. Hissène Habré peut être divisée en 3 parties. La première partie, c'est celle de l'accord de Khartoum, avec cette tentative de renverser le régime par le coup d'État, se basant essentiellement sur l'aspect religieux. C'est la religion qui était devant. Tous ceux qui on a mobilisé, les frères nordistes, on a fait une fracture sociale qui persiste encore aujourd'hui, mes chers amis. Fracture sociale. Parce qu'en 1979, c'était sur la base de nord-sud, de l'islam, des chrétiens, des animistes. Deuxième période, après les accords de Lagos, c'était vraiment la recherche du pouvoir absolu. On avait un président de transition qui était Goukouni. Pourquoi ne pas accepter d'aller jusqu'au bout de cette transition pour aller au vote? Non. Sachant le mal qu'il avait fait et que la population sud ne pouvait pas supporter, et aussi une bonne partie du Nord,
La seule force qui lui restait, c'était de faire la force, la violence. Après la rupture, après son pouvoir, jusqu'en 88, c'est la période vraiment, 82 à 88, vraiment période de répression. Tous azimuts. Et quand nous étions peut-être les derniers à signer l'accord, quand nous avons signé l'accord de Bagdad en 88, là, on s'est rendu compte que la tension a baissé. Mais on était sous surveillance. Mais je me rends compte qu'il n'y avait pas tellement d'exactions. Et nous savons une seule chose, que s'il y avait une exaction, c'est M. Hissène Habré. J'étais au plan et coopération. Ma fonction, c'était quoi? Gérer mon département, ce que je faisais avec compétence. Je faisais ma fonction avec compétence. C'était les relations, discuter du budget, discuter des rapports. Et effectivement, à cette période-là, le Tchad a commencé à stabiliser. Et les morts commençaient à devenir rares. Parce que, comme je vous l'avais dit au départ, dans le gouvernement, il y avait deux grands groupes. Il y avait le GUNT, on se connaissait, et les FAN. Les FAN avaient le pouvoir. Nous, du GUNT, qui avons fait une négociation pour allier, ils nous considéraient comme des alliés. Et quand on se retrouve entre nous, on parle librement. Mais quand il y a les autres, on s'éteint. Donc, c'est vraiment une fracture. Et cette fracture, je ne sais pas, elle doit persister encore aujourd'hui. Deuxième question, et pour être plus précis, M. Facho, cette éventuelle planification ou systématisation du crime pendant cette période seront-ils ou serait-il le fait d'un gouvernement ou d'un homme, d'une gestion solitaire et exclusive d'un président de la République? Monsieur le Président, il faut reconnaître que M. Hissène Habré a porté d'autres noms. D'autres l'ont appelé le Mao de l'Afrique. D'autres noms lui ont été donnés. Effectivement, en cette période-là, je crois, si M. Habré ne se considérait pas comme petit Dieu, donc on avait affaire à un pouvoir absolu qui ne méritait aucune contestation. En plus, un pouvoir assez tribal. Pour colorer la soupe, on met un peu des oignons. Et nous autres, on savait, le rôle que nous jouons, c'est d'apporter notre contribution technique à la stabilité du Tchad. C'est tout. Faire en sorte que les choses marchent au mieux. Il est évident que, vers la fin, les choses commençaient à marcher mieux. Les choses commençaient à marcher mieux. Et il faut le reconnaître objectivement. Monsieur Facho, troisième et dernière question. Vous avez parlé de la répression par le fait de la DDS. Vous avez parlé de Septembre Noir. Vous avez parlé de la répression des Agawa, des Adjaraï. Mais aujourd'hui, vous avez peu parlé de la répression contre les Arabes, du fait même de votre alliance avec M. Kadhafi à une certaine époque. Vous avez peu parlé de la répression des cadres, de l'élimination systématique des cadres du GUNT, du fait également de cette même alliance avec Kadhafi. Que pouvez-vous nous dire en dehors de ce que vous avez déjà dit, sur cette répression ou épuration des cadres du GUNT et sur les Arabes supposés être proches de M. Kadhafi? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il est évident que la répression, vers la fin, j'ai dit, elle concernait tous les groupes ethniques. Qu'est-ce qui n'a pas passé sous la houlette du régime de M. Habré? Tout le monde a passé. C'était une façon de régner par la violence. Et je sais, si vous me dites, pourquoi je ne parle pas des Arabes? Je dois parler des Arabes parce que mon épouse est arabe. Et par conséquent, avant les événements 79, on n'avait pas cette fracture. Quelqu'un peut porter le nom de Mohamed Paul. Vous croyez que Mohamed et Paul, c'est peut-être un musulman, mais c'est un chrétien. Il n'y avait pas de distinction. Cette distinction est apparue en 79, où on a massacré
Je me rappelle de mon ami Kono Jonathan, médecin à Béché, un médecin, un camarade qu'on a exécuté sans mot dire. Donc, pour vous rassurer que la discrimination, la mort concernait tout le monde. On a tué dans tous les groupes ethniques. Et d'autant plus que les Arabes étaient dans l'opposition avec le CDR. Donc, combien de CDR ont été, combien d'Arabes ont été faits prisonniers et tués? Je ne connais pas le nombre, parce que dans ce flou, on ne peut pas aujourd'hui décompter le nombre de morts. Mais sachez que c'est une période terrible, terrifiante, qui nous a marqués et qui marque encore aujourd'hui les Tchadiens. Parce qu'on a tellement vécu en frères et sœurs que brutalement on nous dit non, tu n'es plus ce type-là, tu es un autre. Alors ça crée une frustration. Parce qu'on pouvait se marier n'importe où. En N'Djamena, en 79, il suffit que vous soyez dans le quartier du Nord, on vous les éliminait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les quartiers sont cloisonnés. Tous les sudistes habitent dans le quartier sud. Tous les nordistes habitent. Alors, on règne pour faire quoi? Parce que quand on est chef, on est débonnaire. Le chef, ce n'est pas celui qui garde des rancunes. Un chef ne doit pas garder une rancune. Il doit être ouvert. Savoir qu'il est le père de toute la nation. Sur cette fonction, je dis, M. Habré était un bon administratif, mais il n'a pas été un politique. Ça n'est tout des partis civils? Oui. Merci, Monsieur le Président. À entendre M. Facho Balam tout à l'heure, c'est que, au temps de M. Hissène Habré, les ministres étaient seulement de façade, si je comprends bien. C'est-à-dire le rôle du ministre ou bien le rôle des membres du gouvernement, c'était seulement des rôles de façade. C'est en fait ça ma question à M. Facho Balam. La deuxième question, c'est que, est-ce que, parce que tout à l'heure, en le suivant, il parlait de la terreur, c'était la répression, c'était la terreur, c'était aussi, le terme qu'il a employé, c'était quoi? C'était, en fait, c'était l'extermination. Un nettoyage ethnique, c'est le terme que M. Facho Balam a employé. Alors, lui, en tant que témoin, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Parce qu'il avait parlé de Septembre Noir, qui était un nettoyage ethnique des sudistes, des intellectuels. Quel était le but de ce nettoyage ethnique? Ça devait atteindre quel objectif? Je vous remercie. Bon, ça, vous me rappelez, Monsieur le Président, l'avocate me rappelle un peu l'histoire de notre pays. L'histoire du Tchad est constituée par une pénétration française et l'occupation du Tchad le 11 avril 1900, après la bataille de Kousséri, après la chute de Rabat. Il est évident que les structures, au nord, on avait eu des grands royaumes, mieux structurés. Au sud, on avait des royaumes plus petits, mais très structurés aussi, d'une manière très démocratique. Quand le blanc est venu, les sudistes ont rapidement adhéré à l'Occident. Ils ont envoyé leurs enfants à l'école. Ce qui fait dire que nos frères du Nord ont un peu traîné. Ce qui fait qu'à l'indépendance, les cadres qu'on pouvait connaître, les hauts cadres, c'était des sudistes. Effectivement, celui qui est entré à l'école avant toi, il poursuit ses études. Hein. Donc, du coup, il y a eu un déséquilibre. Beaucoup plus de sudistes dans les fonctions publiques, dans les fonctions de responsabilité que nos frères du Nord. Donc, nos frères ont pensé à travers le président Hissène Habré qu'il fallait renverser cette situation. Du coup, il fallait massacrer tous ceux qui étaient capables de faire quelque chose pour recréer un équilibre. Et ça,
et créer un équilibre dans ce sens, ça me paraît un peu très compliqué. Ensuite, le gouvernement, je vous donne un exemple. Monsieur Abré, au mois de sortir le 30 novembre 1990, il peut me rassurer, Guara-Lassou, numéro 2 du système, habitait à 200 mètres de chez lui. Monsieur Hachek, ministre des Affaires étrangères, habitait à quelques mètres de chez lui. Il est parti en laissant Guara. Et comme je suis de Mayukebi, je connaissais Guara, j'avais d'autres relations avec Guara. Je l'appelle à 3h30 pour lui dire, mais hey, tu ne sais pas que les choses ont changé dans le pays? Le Guara, j'ai dit, va voir à côté si ton président est là, il n'est pas parti. Monsieur Guara se lève, il va, la maison est vide. Je dis à Guara, vous venez chez moi, prends ce que tu as, viens me trouver à la maison. J'appelle Mamadou Saleh Al-Nadif, un ami. J'ai dit, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que les choses se détériorent et qu'est-ce que tu fais chez toi? Il me dit, je dis, viens vite chez moi. Moi, j'habite le quartier sud. Il prend 3 véhicules, les combattants arrachent, il arrive chez moi à 5 h du matin. À 5 h du matin, je lui dis, ben, est-ce que tu as la situation d'Hachek? Il dit non, il ne connaît pas. On appelle Hachek, il dormait. On lui dit, mon cher Hachek, viens chez moi ici, on va voir comment partir. Je lui ai dit, un chef ne fuit pas dans la nuit. Moi, je ne fuirai jamais dans la nuit. Un chef regarde, la journée se fuit. Donc, on se retrouvait chez moi. On allait chez Jean-Louis, un Français qui était notre ami, qui habitait à Sabangali. On se retrouvait là, on a dit, bon, Hachek, tu es ministre des Affaires étrangères, Guara, tu es numéro 2. Allez-y voir l'ambassade de France, l'ambassadeur, s'il peut, parce que les pillages ont commencé, est-ce qu'il peut mettre un peu de l'ordre? Est-ce que nous, on peut être rassurés qu'on peut être sécurisé? Ils vont voir l'ambassadeur de France. L'ambassadeur de France dit, oh, nous, on ne connaît rien, je n'ai aucune instruction, débrouillez-vous. Alors, ils sont revenus, je leur ai dit, maintenant, on peut sortir. Parce que la frontière entre le Cameroun et le Tchad, c'est vraiment très bas, hein? C'est juste, on traverse le fleuve, 2 fleuves, c'est tout. On traverse le premier fleuve, on traverse le Logone, on arrive, on voit des Tchadiens qui fuient dans tous les sens. D'autres jettent leur âme dans le fleuve, les policiers et les militaires camerounais sont là. J'ai dit à Guara, bon, comme tu as un pistolet, au lieu de te le faire arracher, mets-le sur toi, on ne le prendra pas. C'est ce qu'il a fait. Moi aussi, j'avais mon pistolet, j'ai mis. On sort, j'ai dit, donne-leur les armes clash, là, on leur donne. On est donc parti. Dès qu'on a sorti, on a présenté notre identité. Ils nous ont conduits à la préfecture de Kousséri. On arrive à la préfecture, on trouve M. Abré avec toute sa famille. Et il voit ses collaborateurs qu'il a abandonnés, même les informés. Qu'il y a un danger, suivons, sortons. Il dit, oh, je regrette. C'était tellement brutal que je n'ai pas pu. Donc, c'est dire qu'un responsable doit penser aux siens, à ses collaborateurs, même s'ils ne sont pas ses parents. Il les a abandonnés, c'est moi qui les ai fait sortir. J'étais du Gount. Je me réclame toujours de Gount. Je ne suis pas fan. Donc, c'est pour vous dire que ce monsieur, il est administratif, mais il n'est pas politique. Autre question? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je constate qu'il est déjà 12h35. On va observer la pause et lorsque nous reviendrons, monsieur le témoin sera à la défense. L'audience est donc suspendue jusqu'à 14 h.